L'oraison funèbre en l'honneur du patriarche de Caille, El Hadj Ahmed Niang, c'est le titre de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Lors de la crise énergétique qu'a connue le Mali, nos pays frères de l'Alliance des États du Sahel, AES, notamment le Niger et le Burkina Faso, ont fait don d'un important litre de produits pétroliers afin de relever les défis du moment. Acheminés vers le Mali par des braves transporteurs des deux pays, les Maliens se prononcent sur ce sujet de solidarité hautement salutaire. Les précisions avec Korotou Mujavati et Samba Traoré. Les citernes de carburant de fraternité sahélienne reçues par le Mali de la part du Niger et le Burkina Faso, pays membres de l'AES, prouvent une fois de plus le renforcement de la coopération des pays de l'AES. Pour certains, cet acte est un geste de solidarité régionale. Cela démontre la solidarité et ça renforce la solidarité régionale. Et cela montre que le Mali, le Burkina Faso et le Niger peuvent s'entraider. C'est un bon exemple de coopération pragmatique. Et c'est aussi la souveraineté énergétique. Cela montre que les pays membres montrent une volonté collective d'être indépendants vis-à-vis des fournisseurs extérieurs. Aussi un message de résilience. Cela démontre que malgré les défis, les États sont déterminés à développer des solutions pour se soutenir mutuellement. La population du Mali d'abord et ceux de l'AES ont compris la nécessité d'être souverain et de se développer seul. Et cela n'est pas sans conséquence. La population traverse des périodes très difficiles et malgré tout, ils sont restés derrière les autorités. On invite la population à être soudée et solidaire. L'AES, on a dit que désormais, ce sont des trois pays dont leur douleur se partage, leur bonheur se partage, tout ce qu'ils ont se partage. Cela veut dire quoi? Si je suis malade, toi aussi tu es malade. C'est ça en réalité l'esprit de l'AES. Et pour nous, cela n'a pas d'une manière une surprise. Parce que normalement, si les deux autres pays de l'AES n'ont pas fait ça, c'est ça qui peut vraiment nous faire réfléchir beaucoup. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le moment où le Mali est en train de vivre difficilement par rapport à la situation sécuritaire qui a répercuté sur vraiment l'approvisionnement des carburants des Maliens, c'est le même moment que les deux autres qui sont vraiment à l'aise par rapport à cette crise vont rester bras croisés. Le fait que le Burkina Faso et le Niger ont accepté d'apporter vraiment ce qu'on appelle de la main forte au Mali, moi je pense que c'est quelque chose que nous attendons et je crois que ce n'a fait que renforcer ce qu'on appelle l'esprit de l'AES, qui est d'abord la solidarité entre aides et vivre ensemble. Si aujourd'hui le Mali est dans une situation difficile par rapport au carburant, c'est très normal que les deux autres aussi disent que cela ne va pas se passer aussi à notre vivant. Il faut que nous prêtons vraiment la main forte pour que la population malienne soit vraiment soulagée. Je crois que c'est une très bonne chose et c'est très bien. Pour d'autres, l'AES a été fondée pour se soutenir mutuellement. Ainsi, l'approvisionnement du Mali en carburant, dont 82 citernes pour le Niger et 200 du Burkina Faso, ne fait qu'alléger les difficultés des Maliens. Bon, cela ne m'a guère étonné, comme vous le savez. L'AES a été fondée sur la fraternité surtout. On a nos trois principes qu'on va toujours s'épauler en cas de défense, de diplomatie et de développement. Donc le Mali a subi une attaque, comme vous le savez. Et c'était normal que les trois pays et les deux autres pays de l'AES se sentent concernés. C'est en cela que l'AES diffère beaucoup de la CEDEAO. En ces moments difficiles, je demanderai surtout à la population de continuer à faire preuve de la résilience,
dont le peuple a fait toujours, le peuple a toujours été présent quand il fallait défendre notre souveraineté. Et surtout, l'appel que je lancerai à tous les Maliens, c'est de sortir massivement pour rencontrer les chefs d'État de l'AES qui vont bientôt venir pour le collège des chefs d'État. Et je suis sûr que l'avenir sera radieux pour nos 3 États. Selon un adage, c'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît ses vrais amis. Le Burkina Faso et le Niger ont démontré qu'ils étaient un. Il est donc judicieux que chaque Malien, où qu'il soit, sans distinction de race, d'ethnie ou de religion, se donne la main afin de relever les défis du moment. Comme je l'annonçais dans le titre, les obsèques du patriarche Ahmed Niang de Caille se sont tenues ce vendredi 5 décembre 2025 dans la cité des Rails à la résidence Niang de l'Égal Ségou. Dans un premier temps, la cérémonie officielle a eu lieu dans la matinée sous la présidence du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. En nos envoyés spéciaux, El Hamidou Badini, Ousmane Khan, Bouya Koulibaly, Fousseini Keita et Youssouf Diallo. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. À Allah nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Allah a rappelé à lui le dimanche 30 novembre dernier son humble serviteur El Hajj Bahame Niang, décès survenu à Dakar au Sénégal. Ce vendredi, ses obsèques ont lieu à son domicile de Caille depuis le quartier légal Ségou. Au cœur de la cérémonie, les hommages de la nation sont rendus au regretté chevalier de l'ordre national, patriote émérite, fervent croyant, humaniste, homme de paix, de bonté à la générosité incommensurable. La famille Niang, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette douleur. Vous êtes avec les autorités du Mali, vous êtes avec les Maliens, vous êtes avec les Africains, vous êtes avec le monde entier. Cette disparition est un enseignement dont nous devons tirer toutes les conséquences. Ça veut dire quoi? Notre père, Bahame Niang, a donné toute sa vie à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donné toute sa vie à sa République. Ça nous interpelle tous d'être sincères dans ce que nous aimons et d'être sincères envers notre pays. Le Mali aujourd'hui traverse un moment très critique et très difficile. Malgré tout cela, il y a eu des hommes avec des convictions inébranlables pour l'affection de ce pays et qui ont aussi encore inculqué cette affection à leur progéniture, bref, à tout le monde. Ahmed Niang, dors en paix, vous n'êtes pas mort, vous êtes toujours vivant. L'oraison funèbre est ensuite prononcée par le gouverneur de la région de Caille, le général de brigade Moussa Soumaré. Ahmed Niang, né en 1929, a consacré sa vie entière à cette ville, à cette région et à son pays. Il a grandi et vécu en servant toujours plus que lui-même, sa communauté, le Mali, sa foi et l'humanité tout entière. Patriote sincère, profondément engagé pour le bien commun, il fut décoré en 1983 la médaille de chevalier de l'ordre national, et reconnaissant ainsi son mérite et sa contribution exceptionnelle à la nation. Opérateur économique avisé, il a présidé la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Caille de 1972 à 1998 et fut membre du Conseil économique, social et culturel. Durant plus d'un quart de siècle, il a contribué à structurer, renforcer et organiser le commerce dans notre région. Son engagement, son sens de l'écoute et sa rigueur
Sa vision et sa générosité ont permis d'ouvrir des perspectives nouvelles pour de nombreux entrepreneurs et commerçants. Cette cérémonie officielle est une occasion opportune pour la famille Niang de transmettre ses remerciements les plus sincères aux plus hautes autorités du pays et la population de façon générale. Merci pour votre accompagnement multiforme, merci pour votre compassion, merci d'avoir partagé notre affliction. Aux plus hautes autorités du pays, à travers le gouverneur de la région de Caille, la famille Niang adresse sa profonde gratitude pour toute la reconnaissance de l'État du Mali à l'égard de l'Ulysse disparu. Il portait le Mali dans son cœur et le Mali a reconnu qu'il vient de perdre un de ses plus illustres fils. Le patriarche va en paix, dors en paix et sache que tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas parce que tu n'es pas qu'une personne, mais parce que tu es aussi et surtout un symbole, une icône, une idéologie. Bref, tu es une institution personnifiée. Hamman, par ma voix, le Mali, Caille, ta famille, tes amis proches et collaborateurs t'adressent leur suprême adieu. La vie est ainsi faite, la joie des arrivées et la tristesse des départs. Que ta terre de Caille, l'égal Ségou, que tu as tant aimé, te soit légère. Adieu, fidèle croyant à l'islam. Amoureux du Mali et papa aimant et bien-aimé, repose en paix pour l'éternité, que ton âme repose en paix et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accueille dans son paradis éternel. Allahumma amin. Après la cérémonie officielle, la dépouille mortelle est remise à la famille pour la cérémonie religieuse prévue à la prière de Jumu'ah. Les éloges n'ont pas taré lors de la cérémonie funèbre du patriarche de Caille, El Hadj Amen Niang, décédé à l'âge de 96 ans. Nous vous proposons cette fois-ci le témoignage du maire de la commune urbaine de Caille. Il s'exprime au micro de nos envoyés spéciaux. El Hadj Amen Niang était un homme exceptionnel. Exceptionnel par sa franchise, par son amour pour sa vie, sa patrie, sa famille et même les enfants d'autrui. Nous avons grandi à son ombre ici. Tout ce qu'il a eu, il a investi à Caille. Il aurait pu, à l'instar de beaucoup de commerçants caïsiens qui ont migré à Bamako parce que leur fortune avait augmenté sensiblement, il est resté ici à partager avec les Caïsiens. Il a fait 26 ans pratiquement à la tête de la chambre de commerce et d'industrie de Caille. Donc, c'est pratiquement le bâtisseur de la CICIM de Caille. Au-delà de ça, j'ai été témoin et j'ai été là. Maire, il a fait venir Zoubirou, qui est un érudit marocain qui s'occupe de la tombe et salut celui du Cheikh Ahmed Tidiane Afes pour que ce dernier prie pour sa ville, son pays. Sa geste m'a beaucoup marqué parce que lui, il a les moyens d'aller au Maroc, donc d'avoir les bénédictions de cet érudit, mais il ne s'est pas limité là, il a le sens du partage et l'amour de son pays. C'est pourquoi il a amené par avion jusqu'ici. Donc ça restera en nous éternellement un homme qui a toujours voulu le bien pour tout le monde. Sinon, il aurait pu seul aller autant de fois qu'il veut à Fès et puis avoir les bénédictions. La canne ici, le premier match c'était avec l'Afrique du Sud. À lui seul, il a donné 7 bœufs. C'est vous dire combien l'homme était gentil. L'homme aimait son pays et l'homme aimait la spiritualité. Donc c'est un homme de dimension difficile à cerner, mais c'est un homme de paix, de bonheur, de spiritualité. Donc nous prions pour le repos éternel de son âme et aussi que sa famille accepte. Cet homme ne mourra pas parce que la ligne qu'il a tracée sera une ligne directrice pour nous autres. Paix à son âme. Merci.
Le fils du guide spirituel des Amsar, Seyd Cherif Ahmed Tidiane Aïdara, est arrivé à Kaï ce vendredi dans la matinée. Il a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport international d'Agdag de Kaï par les militants Amsar, puis escorté jusqu'à la famille Niaga. Seyd Cherif Ahmed Tidiane Aïdara représente son père, le guide spirituel des Amsar, Seyd Ousmane Cherif Madan Aïdara, aux obsèques du patriarche El Hadj Ahmed Niang, et traduit ainsi une amitié de longue date qui existe entre les deux familles. Je vous propose d'écouter ces propos au micro de nos envoyés spéciaux. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa sainte famille, ses fidèles compagnons. Nous demandons au bon Dieu de nous compter parmi eux. Alhamdulillah, nous sommes là aujourd'hui, nous sommes à Kaï pour la cérémonie funéraire des Tom Bah Hamenyang. Oustaz Seyd Cherif Ousmane Madan Aïdara, il nous a dit de venir participer à la cérémonie parce que il a aimé Seyd Cherif Ousmane Madan Aïdara, et puis pareillement Cherif Ousmane Madan Aïdara, il a aimé Bah Hamenyang sur la voie de Dieu. Alhamdulillah, jusqu'à ce que Bah Hamenyang est décédé au Sénégal, à la présence de Seyd Cherif Ousmane Madan Aïdara, c'est lui-même qui a participé, les gens qui ont lavé le corps là, lui, il était parmi eux, alhamdulillah, et puis il nous a dit de venir participer à la cérémonie. Alhamdulillah, on a entendu beaucoup de bienfaits de notre grand homme, Bah Hamenyang. Alhamdulillah, on savait déjà ce qu'il avait fait, mais aujourd'hui aussi, on a beaucoup entendu de ses bienfaits. Alhamdulillah, l'homme travaille pour aujourd'hui, parce qu'on doit juste faire des biens pour attendre un jour spécial qui est le jour qu'on va retourner chez les Tout-Puissants. Alhamdulillah, nous demandons au Dieu qu'Allah lui pardonne et puis qu'Allah lui accueille dans son paradis éternel avec des prophètes et puis ses compagnons. Alhamdulillah. Ainsi va la vie, dort en paix El Hadj Ahmed Niang. Nous nous rendons au pays des hommes intègres. Le Burkina Faso a décidé de rétablir la peine de mort pour des crimes tels que le terrorisme, la haute trahison et l'espionnage. Cette mesure, présentée par le gouvernement de transition comme une réponse aux menaces sécuritaires, s'inscrit dans un durcissement général des lois sous le régime Traoré. Le commentaire Moussa Fomba. La décision prise lors du Conseil des ministres de ce jeudi 4 décembre constitue un revirement majeur dans le pays où la peine de mort était abolie depuis 2018. La sentence qui n'avait plus été appliquée au Burkina Faso depuis 1988 sera désormais rétablie pour des crimes tels que la haute trahison, le terrorisme et les actes d'espionnage. Le ministre burkinabé de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, a présenté cette mesure comme une innovation majeure, s'inscrivant dans les réformes visant à répondre aux aspirations profondes du peuple. Le garde des Sceaux a justifié cette réintroduction en affirmant que l'abolition passée était utilisée par les groupes armés qui attaquent le Burkina Faso. Selon lui, ces groupes brandissaient les conventions internationales pour se protéger en cas d'arrestation, ce qui créait un terreau fertile car il n'y avait pas de sanctions valables. Outre le rétablissement de la peine de mort, le nouveau code pénal prévoit un durcissement des sanctions pour les crimes économiques. Les peines pour les détournements de fonds et les actes de corruption pourront désormais aller jusqu'à l'emprisonnement à vie lorsque le montant de l'infraction atteint ou dépasse les 5 milliards de francs CFA. Ce texte, qui doit encore être validé par l'Assemblée législative de transition, vient également sanctionner la promotion des pratiques homosexuelles et assimilées. Une loi adoptée en septembre prévoyait déjà des peines allant jusqu'à 5 ans de prison pour les auteurs de pratiques homosexuelles. Ces décisions s'inscrivent dans la politique souverainiste et parfois hostile à certaines valeurs occidentales menées par le régime du capitaine Ibrahim Traoré, qui a par ailleurs renforcé ses liens avec de nouveaux partenaires comme la Russie et l'Iran. L'actualité sur un tout autre plan, en bref et en image avec la voix de Moussa Fomba.
Washington a annoncé de nouvelles restrictions de visa visant les ressortissants nigérians accusés d'implication dans des violences contre les chrétiens. Cette mesure, présentée comme une réponse à des violations de la liberté de religion, renforce la pression diplomatique sur Abuja. Elle intervient dans un climat déjà tendu, marqué par les débats autour de la sécurité et des droits fondamentaux au Nigeria. Les autorités américaines assurent vouloir cibler uniquement les responsables présumés de ces actions. Cette décision intervient après que le président américain Donald Trump a menacé le mois dernier d'intervenir militairement au Nigeria en raison de ces allégations, des menaces qu'Abuja a fermement niées. Depuis, les responsables américains ont opté pour des moyens d'action moins radicaux, tels que les sanctions ciblées et le renforcement de la coopération militaire. Le gouvernement nigérian affirme d'ailleurs être en pourparlers avec Washington au sujet de la coopération en matière de sécurité et une délégation nigériane s'est récemment rendue dans la capitale américaine. Le Nigeria est divisé de manière à peu près égale entre un sud à majorité chrétienne et un nord à majorité musulmane. Il est le terrain de nombreux conflits violents, mais les attaques ne sont pas toujours motivées par des raisons religieuses. Malgré l'intensité des combats qui font rage dans l'est de la République démocratique du Congo, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont signé un accord de paix à Washington ce jeudi 4 décembre 2025 sous l'égide du président américain Donald Trump. Mais le ton des deux dirigeants africains est resté prudent, contrastant avec l'emphase triomphaliste du médiateur. Président la cérémonie de signature à l'Institut Donald Trump pour la paix, anciennement Institut américain pour la paix, le locataire de la Maison-Blanche n'a pas lésiné sur les superlatifs. Il a parlé d'un grand miracle et d'un accord puissant et détaillé. Donald Trump a prédit que les deux dirigeants africains allaient désormais passer beaucoup de temps à se donner des accolades et se tenir la main, assurant également que tout le monde allait gagner beaucoup d'argent grâce à la dimension économique des accords de Washington. Un chercheur à l'Institut congolais Ebouteli, Regan Miviri, a cependant estimé que l'événement était davantage le résultat d'une forte pression américaine et que l'essentiel pour Washington était moins le contenu de l'accord que l'événement lui-même. Cette impression a été renforcée par l'absence d'échange de poignées de main ou de regard entre les présidents Tshisekedi et Kagame après la signature. Les États-Unis collaborent avec plusieurs pays de l'Union européenne pour bloquer le projet de la Commission européenne d'utiliser les avoirs russes immobilisés, une option que Washington envisage dans le cadre de ses propositions visant à faciliter les pourparlers de paix avec Moscou, a rapporté Bloomberg. Par ailleurs, les États-Unis ont suggéré d'utiliser ces actifs pour financer leur investissement d'après-guerre, a ajouté Bloomberg. Jusqu'à présent, la Belgique, la Hongrie et la Slovaquie se sont opposés à l'initiative de la Commission européenne. Les dirigeants européens ont insisté sur le fait que l'utilisation de ces fonds relève de la compétence européenne, a ajouté Bloomberg. L'agence de presse a cité le chancelier allemand Friedrich Merz qui a déclaré qu'il n'était pas possible de laisser aux États-Unis l'argent que nous mobilisons. Le premier ministre belge Bart De Wever et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen devaient se rencontrer à Bruxelles ce vendredi dans l'après-midi pour un déjeuner à huis clos afin de tenter de convaincre le chef du gouvernement belge d'assouplir sa position et de soutenir le projet d'expropriation. Un débat plus large aura lieu lors du sommet européen des 18 et 19 décembre. Environ 210 milliards d'euros d'actifs russes sont immobilisés en Europe, dont 185 milliards détenus par Euroclear. Ni la Commission européenne, ni les pays de l'Union européenne n'ont officiellement révélé où se trouvent les 25 milliards restants. Les dirigeants des pays européens ont conseillé au président ukrainien Volodymyr Zelensky de ne pas accepter les exigences de la Russie sans obtenir de garanties de sécurité de la part des États-Unis, a rapporté le quotidien Wall Street Journal, citant ses sources diplomatiques anonymes. Selon ces sources, le message a été transmis lors d'un appel téléphonique le 1er décembre entre Zelensky et les dirigeants européens, dont le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Les dirigeants européens ont insisté sur la primauté du rôle des États-Unis dans les garanties de sécurité offertes à l'Ukraine dans tout accord, a ajouté le quotidien. Ces avertissements, lancés ces derniers jours, sont un nouvel exemple des tentatives des dirigeants européens de s'immiscer dans les pourparlers de paix menés par les États-Unis en s'adressant directement au Kremlin et à Kiev, en grande partie sans participation européenne, selon le Wall Street Journal. Et c'est ce qui met fin à cette édition d'information. Vous retrouverez la version Bamanankan présentée par Fatoumata Yakane à 20h30. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.